Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, les espèces exotiques envahissantes et invasives. Ces espèces, souvent introduites par l'homme, peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur nos écosystèmes locaux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que sont ces espèces, comment elles se propagent et quels impacts elles peuvent avoir sur la biodiversité. Je vous donnerai également quelques exemples concrets et des conseils sur ce que nous pouvons faire pour les combattre. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce phénomène fascinant et préoccupant. Lors de sorties, pour nous faire quelques sensations, admirer de beaux paysages ou au moins se vider la tête et respirer un peu d'air frais, nous croisons des espèces animales et végétales qui viennent parfois de très loin. Les espèces citées proviennent soit de constatations au niveau national, soit de la liste des espèces exotiques envahissantes. Éditée par l'Union européenne, liste complète ici. Cette liste est censée être mise à jour tous les 6 ans et risque donc de s'allonger. En aucun cas la liste que je vous présente se veut exhaustive, j'aurais pu vous ajouter un bon nombre d'espèces dont le fameux frelon asiatique ou encore l'Erismathurus, les espèces citées étant seulement celles liées aux milieux aquatiques. Bien sûr, ce n'est pas un cours de botanique ni de zoologie que je compte vous dispenser et je vous ferai donc grâce des noms latins. Mais je suis certain que quelques espèces vous disent quelque chose. Les espèces végétales les plus connues, les Jussies, ces espèces se développent en tapis à la surface, provoquant une fermeture du milieu en obstruant l'arrivée de lumière nécessaire à l'écosystème aquatique. Hydrocotyle fausse renoncule, même problématique que pour les Jussies, l'hydrocotyle se développait en amas. L'élodée du Canada, cette plante à l'origine ornementale en aquariophilie a rapidement envahi un grand nombre de lacs et de rivières. Malgré ses capacités oxygénantes, sa prolifération engendre une augmentation du pH de l'eau qui peut être fatale pour les poissons. Outre cet effet, l'élodée ayant une croissance assez rapide et captant de fortes doses de CO2 et nutriments, elle est une grande concurrente d'autres plantes aquatiques locales qui, elles, sont utiles pour le milieu, habitat, nourriture, lieu de ponte ou de refuge. Elle pullule et forme de grands herbiers envahissant toute la hauteur d'eau. Attention, une simple bouture peut suffire à la formation d'un nouvel herbier en aval. La renouée du Japon en bordure de cours d'eau, grande gagnante dans la catégorie des colonisatrices de milieux, c'est aujourd'hui une vraie peste verte, qui se propage facilement de par sa croissance rapide et une taille supérieure à bon nombre d'espèces indigènes de la même strate végétale. De plus, ses grandes feuilles et son développement en rhizome induisent une colonisation par tâches s'élargissant au fur et à mesure, privant ainsi les autres espèces de l'espace et la lumière nécessaires à leur croissance. Des facteurs abiotiques, climat, richesse du sol, ensoleillement, plus favorables que dans son milieu d'origine peuvent aussi expliquer la réussite de cette espèce à s'adapter à son nouvel habitat. Enfin, les milieux d'origine de cette espèce sont, comme tous les écosystèmes naturels, régulés. Entendons par là que toutes les espèces et interactions inter- et intraspécifiques de l'écosystème se sont développées ensemble et ont évolué conjointement en s'adaptant à ce qui les entourait. Ainsi, le milieu s'autorégule par la présence de germes induisant des maladies, de prédateurs régulant les populations animales et d'herbivores, phytophages, régulant les populations des différentes espèces végétales. Loin de son milieu naturel et sans la présence de ces facteurs limitants, cette espèce exotique envahissante a alors tout loisir de se propager. Introduite au XIXe siècle à des fins ornementales et fourragères, certains documents parlent même d'un intérêt mellifère important. La renouée du Japon a aujourd'hui colonise une grande partie du réseau hydrographique national. Sa dissémination se fait par bouturage, il suffit d'une partie de tige ou de racine pour que la plante se développe à nouveau un peu plus loin. On pourrait la qualifier comme l'hydre végétal moderne, coupez-lui la tête et il en repoussera 2. Il semble néanmoins, selon une étude britannique, que les plants européens et américains ne se développent que par bouturage et non par pollinisation et qu'ils soient issus d'un seul et même individu. La jacinthe d'eau comme les Jussies ou l'hydrocotyle, cette plante finit par étouffer les espèces natives en formant de denses tapis monospécifiques qui bloquent la lumière aux strates inférieures.
Son impact est important sur les espèces végétales mais aussi animales en bloquant l'accès à l'eau aux oiseaux ou en empêchant certaines larves d'insectes de remonter à la surface pour leur mue et leur envol. Les espèces animales, la moule zébrée bien qu'elle puisse être intéressante pour l'assimilation et la fixation des métaux lourds dans sa coquille, cette espèce originaire de la mer Caspienne qui aurait remonte les canaux via les bateaux de commerce et connue en France depuis le 19e siècle serait porteuse de parasites infectant les poissons. Sa présence favorise l'apparition de cyanobactéries qui relarguent des toxines dans les eaux des rivières, ces toxines peuvent alors se révéler dangereuses pour la faune et les usagers des milieux aquatiques. De plus, son développement en tapis modifie le fond des radiers et étouffe les espèces locales en croissant sur celles-ci. Le Pseudoras bora ou goujon asiatique. Les conditions de son introduction ne sont pas connues mais c'est une espèce originaire de l'Est asiatique. Il est porteur sain d'un parasite qui affecte les espèces de poissons françaises. Il peut facilement être confondu avec d'autres espèces par les pêcheurs, ides, ablettes, ce qui rend la lutte contre sa dissémination très complexe. La perche-soleil aussi appelée crapet-soleil, cette espèce nord-américaine est magnifique mais très vorace. Cette espèce très colorée serait apparue en France par l'aquariophilie et l'échappée ou le lâcher d'individus. Elle consomme un grand nombre d'œufs de poissons indigènes. La perche-soleil a un temps d'incubation très rapide puisque les quelques milliers d'œufs pondus et fécondes peuvent éclore 3 jours après la ponte dans des conditions optimales. Cette espèce fait l'objet de mesures interdisant les pêcheurs de la relâcher ou de la transporter vivante. De plus, il est interdit de l'utiliser comme vif. Les écrevisses exotiques, écrevisses américaines, écrevisses du Pacifique, écrevisses de Louisiane, elles sont responsables de la baisse des populations d'écrevisses locales par transmission de maladies, peste de l'écrevisse, et compétition, et du fait de leur forte population. Consomment de nombreux œufs de poisson, notamment du brochet lors des crues de printemps. Le rat surmulot, il est aussi connu comme le rat d'égout. Soupçonné d'être à l'origine des épidémies de peste qui jalonnent l'histoire, le rat surmulot a aujourd'hui colonise l'intégralité du globe, sauf l'Antarctique. C'est une espèce qui pullule rapidement puisqu'une femelle peut avoir jusqu'à 12 petits par portée et 7 portées par an. Cette espèce est synanthropique, accompagnatrice de l'homme, et c'est pourquoi elle a pu s'étendre grâce au déplacement humain. Le rat musqué originaire d'Amérique du Nord, ce gros rat de 20 cm a été introduit en Europe au début du XXe siècle dans le but d'exploiter sa fourrure. Échappé des élevages, il s'est vite adapté au milieu aquatique européen. Il cause des dégâts très importants aux berges des cours d'eau qu'il sape en creusant ses galeries. Le ragondin d'origine sud-américaine, ce gros rongeur a été introduit en Europe là aussi pour sa fourrure à partir du XIXe siècle. Il lui reproche une surconsommation de certaines plantes aquatiques locales, une destruction des nids d'oiseaux et de gros dégâts aux cultures. Il est aussi vecteur de maladies telles que la douve du foie ou la leptospirose. Garde aux chiens qui peuvent facilement attraper ces maladies par l'urine des rongeurs. L'amour blanc, cette carpe asiatique, introduite dans un but de contrôle de certaines plantes devenues invasives est elle-même devenue envahissante. Bien qu'elle puisse nous procurer de belles sensations, ce poisson est responsable de la régression d'herbiers de plantes locales. Puisqu'il peut ingérer l'équivalent de son poids en une journée. Le carassin d'or venant de Chine, cette espèce est l'ancêtre du fameux Maurice, le poisson rouge que tout le monde a dû voir ou avoir au moins une fois en aquarium. Il lui est principalement reproche son croisement avec le carassin commun, ce qui pourrait causer des problèmes de pérennité à l'espèce. Commune de nos rivières et une dérive génétique des carassins européens. Le goby à tache noire, ce poisson euryalin, qui vit autant en eau douce qu'en eau de mer, serait un compétiteur hors pair pour les espèces indigènes en consommant la même nourriture que certains poissons blancs et serait responsable de la baisse des populations de poissons patrimoniaux puisqu'il se nourrit également des œufs et des jeunes de poissons indigènes. Il aurait été introduit par le déballastage de porte-conteneurs et aurait remonté les estuaires pour coloniser les rivières. Sa présence est encore faible en France mais pourrait vite s'intensifier. Le poisson chat commun, le petit cousin du silure, originaire d'Amérique du Nord serait responsable de dérèglements écosystémiques. Son activité sur le fond des rivières et étangs augmenterait la turbidité de l'eau ce qui réduirait la production d'oxygène des plantes aquatiques. De plus, il déstabilisait les substrats et les macrophytes aquatiques et serait un grand consommateur d'œufs et de larves de poissons.
Il est aussi porteur de parasites et de virus affectant les autres poissons tels que l'anguille ou la carpe qui côtoient la même strate d'eau et ont le même comportement alimentaire, nourrissage principalement sur le fond. Il a une durée de survie hors de l'eau qui dépasse de loin la moyenne atteinte par les autres espèces. Prenez garde à ce poisson qui dispose d'ergots sur ses nageoires dorsales et pectorales entraînant une blessure douloureuse et potentiellement infectante. J'en ai fait l'expérience et ce n'est pas agréable. Réglementairement, il est interdit de relâcher un poisson-chat commun vivant ni de le transporter afin d'éviter sa propagation et de maîtriser sa population. Les tortues de Floride originaires des Everglades, cette espèce vorace et omnivore peut très fortement impacter les écosystèmes en réduisant les populations d'amphibiens ou de gastéropodes. Bien qu'elle ne semble pas se reproduire au nord de la Loire du fait de conditions climatiques moins optimales, et oui, pour une fois, qu'on peut être avantage face aux sudistes. C'est aussi une espèce qui menace la cistude d'Europe en monopolisant les emplacements de basking, quand un reptile se dort la pilule afin de se réchauffer, et en étant une compétitrice redoutable dans la course à la nourriture. C'est une espèce reconnue vectrice de salmonelle, donc lavez-vous bien les mains après contact. Évitez aussi de lui tendre les doigts, sa mâchoire dispose d'une sacrée force. Le goujon de l'amour, ce poisson originaire d'Extrême-Orient a été introduit par le biais de l'aquariophilie. Il affectionne particulièrement les cours d'eau à écoulement lent ou les milieux lentiques tels que les plans d'eau ou les mares. Proche de la famille des persides, il partage quelques caractéristiques physiques avec la perche commune, notamment la tête et la bouche. La grenouille taureau, tétard de grenouille taureau, cette énorme grenouille d'Amérique du Nord est présente dans les pays d'Europe de l'Ouest et se révéler très impactante pour la faune inféodée aux zones humides et aux annexes hydrauliques telles que les mares. La taille des têtards est impressionnante et peut atteindre la dimension d'une main adulte, d'où le fait que peu de prédateurs sont capables de réduire la population de juvéniles. Le nombre d'œufs pondus est aussi très surprenant, jusqu'à 24 000 œufs 1 à 2 fois par an. Les têtards sont omnivores et consomment insectes aquatiques, mollusques, œufs de poissons et de grenouilles indigènes. Les adultes sont tout aussi redoutables pour les espèces européennes et peu de prédateurs s'attaquent à ces amphibiens mastodontes. L'ibis sacre, cet oiseau échassier est d'origine d'Afrique subsaharienne et était présent en Égypte où il était vénéré comme l'incarnation d'un dieu à l'époque des pharaons. Cette espèce a été involontairement introduite dans l'ouest de la France dans les années 98 à l'échappée d'un groupe d'oiseaux du parc zoologique de Branfer en Bretagne. Très vite adapte du fait de leur acclimatation en parc, il se révélait aujourd'hui impactant pour l'écosystème en ayant des actions de prédation sur les populations de sternes. Un impact sur les civelles, jeunes anguilles, est aussi évoqué. 5000 individus auraient été recensés en France aux alentours de 2008. Cette espèce semble néanmoins être une prédatrice des écrevisses de Louisiane, autre espèce exotique envahissante, de plus elle stabilise les populations de spatules blanches, espèce protégée au niveau national. Les avis sont assez disparates pour cette espèce et il n'a donc peut-être pas sa place dans cette liste, mais il paraissait intéressant de vous le présenter tout de même, qu'il soit invasif ou non. Des espèces exotiques non invasives? D'autres espèces sont quant à elles présentes depuis plusieurs décennies et ont établi des relations à peu près stables avec leur milieu. Le cendre de 53 cm, 1,5 kg, pris par Tatiana da Silva, c'est le cas par exemple du cendre originaire d'Europe de l'Est. Remontant les canaux, il a fini par coloniser une bonne partie des rivières d'Europe. Ce formidable chasseur est naturalise et s'adapte à nos cours d'eau. Il a un impact moyen sur les populations locales, il semblerait même qu'il permette d'éliminer les poissons malades ou trop vieux, redynamisant ainsi les populations. Le black bass de 53 cm, 2 kg, Charente-Maritime, pris par Johan Boujon comme son nom à consonance anglo-saxonne l'indique. Le black bass, ou achigan à grande bouche, est originaire d'Amérique du Nord où il est l'équivalent de notre perche commune. Introduit à la fin du 19e siècle à des fins de pêche sportive, il s'acclimate à nos écosystèmes aquatiques et ne semble pas provoquer de perturbations majeures au milieu et aux espèces indigènes mis à part peut-être dans certains écosystèmes sensibles. Le silure glane de 2M17, 80 kg, pris sur le Tarn par Adrian Cato enfin, le dernier exemple a fait couler beaucoup d'encre et a été le centre de nombreux débats. Il s'agit bien sûr du silure glane.
Bien que les pêcheurs qui le ciblaient lors de leur sortie nature le défendaient promptement, et à juste titre, du fait de sa capacité à nous donner la tremblote avec ses coups de tété et sa taille de mastodonte, le plus grand poisson d'eau douce présent en Europe. C'est aussi fait mauvaise presse de par son comportement vorace et charognard. Ce mastodonte originaire d'Europe de l'Est serait présent en France depuis les années 50, date des premières captures, et aurait remonte les canaux, mais il est aussi cité dans des ouvrages remontant parfois aux moyens Aegis peu vérifiables de nos jours. Il aurait pourtant, selon une discussion avec un garde fédéral, été introduit et maintenu dans des bassins d'élevage tenus par des moines à l'époque du Haut Moyen Âge, origine de son arrivée en Europe occidentale? Peut-être. Accuse de manger les pigeons, les canetons et parfois même de petits chiens, bien que ce ne soit que des actes isolés. Individu qui semble s'être spécialisé dans la chasse de proies positionnées au bord de l'eau, le silure a fait l'objet de campagnes sauvages d'éradication. C'est surtout un carnassier opportuniste qui ne dénigrait aucune source potentielle de nourriture, aucun comportement commun avec celui qui a longtemps été considéré à tort comme « les dents de la mer » par la plupart des gens, le requin n'étant d'ailleurs pas un grand tueur d'hommes. Face à cette opposition au sein de la communauté des pêcheurs, des études ont été réalisées notamment par l'ONEMA, aujourd'hui AFB. Il apparaît aujourd'hui que même si le silure peut, à des endroits localisés, être en cause dans la baisse des populations de certains poissons, la lauze par exemple, la prédation qu'il exerce semble là aussi redynamiser les populations en éliminant les individus malades et ceux trop vieux et donc moins féconds. Ce poisson a, comme tout prédateur, un impact sur les populations piscicoles mais le rendre responsable de la disparition de certaines espèces patrimoniales serait trouver facilement un bouc émissaire permettant d'occulter d'autres causes plus anthropiques. De plus, il semble réguler sa population par cannibalisme, les gros consommant les plus petits. Ce sujet étant encore récent, d'autres études devraient voir le jour pour évaluer son impact sur les poissons migrateurs par exemple, qui exténués après avoir remonté les rivières, deviennent des proies faciles pour ces monstres d'eau douce. Autre point à aborder, ici, comme vous pourrez le voir, le sujet ne fait pas l'objet d'un consensus de la part des scientifiques ni des gestionnaires et j'exprime plus une interrogation ou un point de vue sur la question. En France, deux modes de gestion s'appliquent en première catégorie. La gestion patrimoniale permet de préserver l'habitat des salmonidés, migrateurs ou non, et maintenir, voire agrandir l'intérêt que ils portent aux rivières qu'ils occupent. La gestion halieutique a une vision plus anthropocentrique et favorise plus l'intérêt du pêcheur et de la ressource piscicole en lui. Proposant des truites exotiques issues d'élevage, les truites arc-en-ciel. Ces truites originaires d'Amérique du Nord entrent en compétition avec les salmonidés indigènes en fréquentant les mêmes postes de chasse et en visant les mêmes proies que la truite fario. L'arc-en-ciel dispose même d'un avantage sur la fario car elle dispose d'un mode de vie plus grégaire, vie en groupe, la protégeant des prédateurs et d'un taux de croissance plus élevé que sa cousine européenne. La qualité des eaux étant de nos jours pas trop au beau fixe, cette compétition entre espèces vient s'ajouter aux autres facteurs et rend les lieux propices au développement de populations en bonne santé de truites fario encore plus rares. Bref, une sale période pour les farios. De plus, selon une étude du CNRS venant de sortir, les truites d'élevage introduiraient du mercure d'origine océanique, captent via leur nourriture en granules produits à partir de farine de poisson, dans les lacs de haute montagne, et donc sûrement aux rivières, s'accumulant et s'ajoutant de ce fait aux pollutions atmosphériques. Pas forcément la meilleure presse pour la gestion halieutique. Exotique signifie-t-il nocif pour les écosystèmes? L'homme est fortement responsable de l'apparition d'espèces exotiques de par ses activités, sa négligence ou encore son insouciance. Bon nombre d'espèces ont été ramenées pour l'ornement ou par appât du gain. Aujourd'hui, ces perturbations d'origine anthropique s'accentuent et se révèlent très coûteuses autant écologiquement qu'économiquement. Exemple flagrant, l'introduction de 12 couples de lapins en Australie en 1859 par un chasseur britannique, ayant pour impact la fragilisation des espèces marsupiales indigènes et la propagation de maladies coûtent encore aujourd'hui aux pays énormément d'argent en aménagement et en préservation de leur patrimoine faunistique. Néanmoins, si la plupart des espèces exotiques deviennent invasives, ce n'est pas une obligation car une espèce exotique n'impacte pas forcément négativement le milieu dans lequel elle a été introduite, l'autre possibilité étant une neutralité en termes d'effet sur l'écosystème ou une amélioration de celui-ci,
l'accentuation de la prédation peut par exemple réduire une ou des populations des espèces, limitant le risque d'apparition et de transmission de maladies. De plus, une espèce peut se révéler impactante dans quelques milieux fragiles et n'avoir aucun impact significatif dans d'autres écosystèmes. Enfin, une espèce exotique peut très bien se naturaliser, c'est-à-dire équilibrer les relations, prédation, compétition, qu'il entretient avec les autres espèces du milieu considéré et réguler sa population. Le caractère nocif est donc parfois très relatif, bien que dans la plupart des cas l'arrivée d'une espèce exotique entraîne des répercussions, parfois temporaires, sur le milieu considéré. En tout cas, ces espèces sont, hormis quelques exceptions, des épines dans le pied que l'homme s'enfonce lui-même et qui en provoquent. Et provoquent encore des altérations quasi irréversibles des milieux naturels en modifiant les équilibres et les relations au sein des écosystèmes et en fragilisant les habitats d'espèces natives patrimoniales, les mettant de ce fait en danger. Article rédigé par Léo Salvini. En conclusion, les espèces exotiques envahissantes et invasives représentent un défi majeur pour la biodiversité et les écosystèmes. Leur impact sur les habitats naturels et les espèces indigènes est souvent dévastateur, entraînant des déséquilibres écologiques et des pertes économiques considérables. Il est essentiel de sensibiliser le public et de mettre en place des mesures de prévention et de gestion efficaces. Ensemble, nous pouvons protéger notre environnement et préserver la richesse de notre biodiversité pour les générations futures. Agissons maintenant pour un avenir durable.